Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps, qui est en train de retracer suite à cette bougie impulsive. On va vraiment se concentrer dessus. Ensuite, on parlera d'Ether, qui corrige un peu plus que le Bitcoin, pas surprenant au vu de comment il a performé sur la journée d'hier. Et on verra quelques altcoins qu'on m'a demandé d'analyser. J'ai noté ici Aero, Taibir et Sei. On verra tout simplement si on a des setups ou pas qui s'enclenchent sur ces cryptos-là. Alors, je commence ici par le Bitcoin. Hier, on a fait une très bonne journée avec une très bonne impulsion. On a fait à peu près ici un plus 8%, voire plus 9% dans la journée. Et on est revenu chercher l'extrémité haute de notre range. Alors, beaucoup sont enflammés, beaucoup sont dit, ça y est, on est en train de poser un bottom, etc. Et souvent, beaucoup se font avoir par la volatilité. Pour le moment, c'est juste un range. Faut pas s'enflammer, faut pas dire que c'est reparti, etc. Faut rester neutre, tout simplement. Attention à ne pas prendre des décisions trop rapidement. Je l'ai vu également ici, sur cette bougie, où en une journée, on a fait un plus 12%. Et certains se sont dit, non, ça va, c'est bon, c'est le bottom, ça va repartir, c'est sûr à 100%. Déjà, dans un premier temps, dézoomer, d'accord? Et surtout, c'est pas parce qu'on a une forte bougie, en pourcentage, que c'est sûr qu'on a un bottom. C'est normal qu'on a un plus 10%. On a fait en quelques jours, juste avant, un moins 30%. Donc c'est normal d'avoir une correction, enfin un rebond plutôt, de ce mouvement qui est baissier. Maintenant, comme on l'avait vu ici, on avait de grandes chances de rentrer dans un range, et là on est juste sur un plus gros range. Ce point plus bas, pour moi, comment je le vois? Je le vois surtout comme une extension de ce range-là, c'est-à-dire que là, on avait un plus petit range, et ben ce plus petit range se transforme en un plus gros range. C'est normal, au bout d'un moment, quand on compresse, on a une sortie dans un sens, souvent un long squeeze ou un short squeeze, des fermetures de position forcées qui entraînent des cascades de liquidation et un gros mouvement, et jusqu'à trouver une réaction acheteuse ou vendeuse si on parle ici d'une réaction acheteuse à ce niveau-là, mais sinon d'une réaction vendeuse si on est à ce niveau-là. Et souvent, on réintègre et on crée tout simplement un plus gros range, voilà, des plus grosses bornes. Et c'est comme ça avant d'avoir un gros range daily weekly, ben on a un plus petit range 1h, 4h, etc., etc. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Ben pour ça, on peut mettre un volume profile. Si vous avez du mal à déterminer les bornes d'un range, si vous voulez plus de précision, soit on trace un range avec le price action, tout simplement, donc en fonction des bougies qu'on va voir, soit on utilise un outil comme un volume profile pour déterminer les bornes. Alors là, ici, notre outil du volume profile nous détermine l'ancienne borne de notre range, qu'on utilisait d'un point de vue price action comme niveau de support, comme intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a ici notre valeur réelle. En fait, on a eu tellement peu de volume encore dans cette zone-là, que le volume profile se dit, ok, ben pour moi, le bad range n'est pas ici, il est ici. Comment? En général, moi j'aime bien avoir une confluence entre un volume profile et le range que j'identifie d'un point de vue price action. Ça c'est le mieux, j'ai une double confirmation, c'est le plus intéressant. En général, comme ça, il y a moins de doutes, moins d'incertitudes, il y a des meilleures prises de décision. Quand on est comme ça dans une phase où le price action me dit j'ai un range vers les 63 000 et le volume profile qui me dit j'ai un range, un bad range en tout cas, vers les 66 000, j'utilise ces deux niveaux comme des niveaux de support, tout simplement. Alors pour moi, ici, mon bad range maintenant, il est à ce niveau-là, 62 000, 63 000 à peu près, mais j'ai quand même ce niveau que je vais surveiller, qui va être un niveau intermédiaire à l'intérieur de ce range, que je vais tout simplement surveiller. Maintenant, au vu du contexte, moi ça me surprend pas ce qu'on est en train de faire, d'avoir ce type de réaction. Ici, tout le monde parlait des 50 000 $. Je vous ai dit qu'il y a de grandes chances qu'on latéralise dans cette zone-là, qu'on reteste, mais qu'on n'aille pas chercher directement les 50 000 $. Maintenant, on a un rebond, on a une réaction, on retourne chercher une extrémité haute, pas loin des 70 000 $, qui est une zone haute à l'intérieur de ce range-là, et on a immédiatement une réaction vendeuse. Le plus probable, là, ce qu'on est en train de faire, c'est toujours de rester dans cette phase de consolidation. On va peut-être retester ici cette zone-là, poser ici un bottom, revenir chercher l'extrémité haute. Maintenant qu'on me pose la question, oui Nico, c'est quand qu'on va voir une cassure de ce range, que ça soit là ou soit la baisse, la vérité, je n'en sais rien. Et le but d'un trader, c'est de ne jamais anticiper ce qui va se passer. C'est complètement inutile d'essayer d'anticiper et se dire, là on va avoir une cassure par le haut, là ça va, c'est à ce moment-là, c'est le 3 mars qu'on va avoir une sortie de ce range-là. Non, votre but, c'est de réagir à ce que vous voyez, tout simplement. Lorsqu'on aura une vraie cassure, qui sera confirmée avec des volumes, avec une price action qui nous confirme ici ce break de ce niveau, là, ok, on pourra constater et le dire. Mais pour le moment, le plus probable qu'on est dans un range, c'est de continuer à rester dans ce range-là, vous tracez vos extrémités, et bien sûr, à l'intérieur de ce range, surtout quand il commence à devenir un peu plus grand, avec une meilleure amplitude, d'une borne à l'autre, on a à peu près 15%,
qu'on a une bonne tendance comme ça, qu'on a eu à ce niveau-là, ou une tendance baissière à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est de faire de la continuation de tendance. On a des moyennes mobiles et qu'on a des pullbacks, par exemple, à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Quand on est dans une tendance baissière et qu'on a des pullbacks pareils, mais ici, plutôt pour prendre des shorts, ça peut être intéressant, tout simplement. Parce que on a une bonne amplitude dans ce range-là. Quand on a un range avec une trop faible amplitude, c'est trop délicat de trader parce qu'il n'y a pas assez de momentum, il n'y a pas assez d'impulsion, il y a des fausses cassures, c'est délicat. Donc si on agrandit ce range comme on l'a réalisé, on pourra faire de la continuation de tendance à l'intérieur de ce range-là. Maintenant, tous les investisseurs là qui sont pressés, qu'on pose un bottom, ou certains qui sont pressés qu'on aille chercher les 50 000 $, pour le moment, patientez. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vous avez votre cash de côté, hein, on a bien travaillé ça, j'en parle un peu moins ces derniers temps, parce que pour moi le taf il a été fait à un moment, quand on était dans cette zone-là, où je l'ai très souvent répété, gérez votre balance cash crypto, prenez vos profits, sécurisez, et il y en a énormément qui sont contents actuellement, qui ont du cash de côté. J'en parle un peu moins parce que on est dans un range et actuellement certains ont redéployé du cash ici en crypto, c'est normal, on est sur une bonne zone, certains attendent également plus bas. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est patienter. Commencez pas à vous dire faut que j'achète parce que là le marché il pose un bottom, ou parce que non. Voilà, c'est à vous de gérer votre balance cash crypto en fonction de votre exposition, d'accord? Si vous êtes totalement sous-exposé, quelqu'un qui est actuellement 100% cash et 0% crypto, le meilleur conseil que je peux lui donner, c'est pas un conseil en investissement, mais c'est peut-être commencer à réfléchir à potentiellement commencer à se réexposer un peu, 10-15%. Maintenant, la personne qui est déjà full crypto ou qui a que 10% de cash, non, le mieux c'est clairement de patienter. Moi, dans tous les cas, je vous avais partagé sur du long terme comment je fonctionnais, comment je m'étais positionné. Je vais pas revenir dessus maintenant. Ici, sur du court terme, on avait une bonne tendance haussière. On le voit bien avec cette dynamique, et ici, ces creux se met de plus en plus haut. Là, maintenant, on valide un M-top, mèche haute, ici, réaction vendeuse, petite structure en 15 minutes sur ce M là, à ce niveau-là, et sur du 1 heure, on forme une plus grosse structure, cassure ici, inversion de notre dynamique, et surtout on passe en dessous du 15 minutes, en dessous du 1 heure. Alors le 1 heure on l'a pas vraiment encore cassé, le 15 minutes on est passé en dessous, donc voilà, pour le moment, petite inversion de notre dynamique. Un signal bullish, ça serait de repasser au-dessus de ce niveau-là, ou alors former ici une structure en W plus bas. Après, les niveaux intéressants, on a ce niveau-là, 66 000 $, et si on casse ce niveau-là, il y aura de grandes chances de retester une partie de cette zone-là. On peut mettre un Fibo ou un volume profile pour déterminer les zones intéressantes. Il y a une bonne zone là vers les 64 800 $, très bonne zone de localisation. Si je trace un Fibo, on n'a pas de confluence, on est dans notre zone de rechargement entre 0,118 et 0,786, mais là voilà, c'est une bonne zone. Si on n'arrive pas à tenir ce niveau-là, là il y a une bonne zone, puis après là on a un déséquilibre également. Souvent quand vous mettez comme ça un volume profile, vous avez des points d'intérêt là où il y a eu des déséquilibres de marché, où tout simplement la demande a été supérieure à l'offre, et souvent quand on reteste ces niveaux, c'est des niveaux intéressants pour potentiellement se positionner. Voilà de ce côté-là sur le BTC. D'un point de vue order flow, on a toujours ici un funding qui est négatif. Enfin, on a eu un funding négatif pendant cette hausse. Là, il redevient un peu positif, donc peut-être un peu de FOMO de longue. Pas de hausse de l'open interest, c'est dommage. Moi, j'aime bien les mouvements qui sont soutenus par l'open interest. En général, c'est des mouvements qui durent un peu plus longtemps. Mais là, on le voit bien qu'on était plutôt dans un short squeeze sur cette hausse, c'est-à-dire des fermetures de positions qui ont été forcées par cette réaction acheteuse. Automatiquement, les shorts, ils se sont fait liquider, ce qui a créé ici cette pression acheteuse. Maintenant, il n'y a pas de soutien au niveau des acheteurs, et vu qu'on a liquidé la plupart des shorts, alors on peut aller bien sûr plus haut pour liquider encore des shorts, mais on en a encore liquidé pas mal pendant cette hausse. Il n'y a plus trop de carburant, et si on n'a pas d'acheteurs qui soutiennent ce mouvement et qui reprennent ici le contrôle, ça va être compliqué pour la suite, et on peut s'attendre bien sûr à une réaction vendeuse. Voilà sur le BTC. Alors je peux reparler un peu des spreads, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais moi les spreads je les utilise surtout quand on est en bull market, quand on a des phases d'euphorie plutôt qu'on a des phases de peur, parce que ils sont plus pertinents, d'accord? Les spreads, je vous rappelle, c'est quoi? C'est la différence entre le prix du contrat perpétuel d'un actif, ici Bitcoin, on le divise par le prix du contrat spot, d'accord? Et ça nous permet de voir est-ce que j'ai un prix du contrat spot supérieur ou inférieur au prix du contrat perp. Quand ici j'ai le contrat perp qui est au-dessus du contrat spot, comme ici on le voit, on est au-dessus de la barre des zéros, cette phase-là, ça m'indique qu'il y a énormément de FOMO, énormément d'euphorie de marché. Pourquoi? Parce que les gens spéculent plus sur le contrat perpétuel, donc avec des effets de levier, que sur le contrat spot. Souvent, ça indique des tops de marché. On voit bien ici le top en 2021, ici, octobre-novembre. Le top qu'on était en avril-mai 2021, pareil.
Là, on a le top en novembre 2024. Quand on était en mars 2024, tout ça, ça nous donne de très bons tops. Pour les bottoms, un peu moins pertinent, je trouve. En tout cas, c'est mon hypothèse, parce que on reste souvent dans des fundings négatifs et on n'a pas ici des signaux aussi intéressants que quand on est en bull market. Au niveau d'Ether, Ether, il corrige plus que le BTC. Bon, en même temps, hier, il a fait une très bonne journée. Pareil, hein, c'est fortement similaire à la charte de Ether, sauf que là, on a été chercher plus haut. On est revenu chercher l'extrémité haute. Puis après, c'est pareil. Hein. Ether, c'est un range qui devient plus grand et on n'anticipe pas la cassure d'un range. Pareil, hier, j'en ai vu beaucoup. Oui, ça y est, Ether est reparti pour aller chercher ses 2002, 2003, 2004. Faut patienter. On est ici sur une extrémité haute, sur un niveau de résistance, et on n'anticipe jamais la cassure d'un niveau de résistance. C'est une très grosse erreur de fonctionner comme ça. Donc pour le moment, ouais, faut patienter sur Ether. On est toujours dans cette phase de latéralisation. Les meilleurs niveaux pour intervenir, c'est les extrémités ici opposées, d'accord? Donc un bad range et un good range. C'est là où déjà vous avez les stats qui vont dans votre sens, parce que vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une réaction acheteuse sur un niveau de support et une réaction vendeuse sur un niveau de résistance. Et c'est là également où vous avez les meilleures zones pour vous positionner, les meilleurs risk-reward, tout simplement. Quand on se positionne en tant que acheteur, par exemple, dans un range, au milieu de range, le TP, il va être où? Vers l'extrémité opposée, c'est comme ça qu'on fonctionne. Votre stop loss, il va être lors de la sortie de notre range. D'accord? Donc, bon, si on part de ce principe-là, qu'on joue ce range-là, ok, bon, là ça peut être intéressant. Maintenant, quelqu'un qui se positionne en plein milieu, il n'a pas un risk-reward intéressant. Quelqu'un qui se positionne maintenant à peu près nulle part, il n'a pas un risk-reward intéressant. Quelqu'un qui se positionne sur une extrémité basse ici, d'accord, bah là il peut aller chercher du 2 points, 3 points, c'est déjà plus intéressant. Ou quelqu'un qui prend uniquement des shorts et qui se positionne sur une réaction vendeuse, comme ça, stop loss au-dessus, pour aller chercher de l'autre côté, on est sur du 2 points, 2,5 points. Quelqu'un qui se positionne n'importe où, en plein milieu de range, il n'y a pas un risk-reward qui est intéressant. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte, et un trader professionnel se positionne toujours sur les extrémités d'un range. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien les milieux de range. Voilà, ça attire parce que c'est là où on peut avoir des réactions. Oui, ça peut se faire. Par contre, votre invalidation, c'est pas la sortie du range, c'est la réintégration de ce milieu de range. Ici, c'est une invalidation qui est totalement différente. Donc voilà, pareil sur Ether, après le mouvement reste globalement le même. Réaction vendeuse ici avec une mèche haute, on casse ce plus bas, on a ici un M-top qui est validé, et puis c'est pareil, après on passe en dessous des moyennes mobiles, hop, on le voit en dessous du point pivot weekly, point pivot daily, en dessous du tunnel 15 minutes. Pour le moment, il n'y a pas une grosse réaction acheteuse. On a surtout un marché US, on le voit bien au moment de l'ouverture 15h30, qui est fort vendeur. Donc pour le moment, la plus grosse probabilité ici, hein, quand on a une session US comme ça, c'est de garder le même sens. Hein. Ça arrive, mais souvent pendant les sessions US, on regarde les 15-30 premières minutes, on a la direction, et souvent on tient cette direction. Des fois, il peut y avoir des reverses, qu'on a des annonces, quelque chose, mais s'il n'y a pas d'annonce, et que le momentum a décidé d'être dans ce sens-là, il y a une grande chance que pendant toute la session US, on reste ici dans ce sens-là. Donc pareil, sur Ether, il faudra attendre qu'on retrace. Hein. Là, on est déjà à peu près vers le milieu de range. Si je mets un volume profile, on doit être vers notre poke, voilà. On est vers le poke, c'est là où il y a le plus de volume échangé, c'est un niveau qui peut faire office de support et de résistance. Au niveau du marché US, je fais très vite parce que le marché US, vous savez mon avis, vous savez mon plan pour la suite, je suis en mode, j'attends, c'est un range, c'est pareil, voilà, on a un autre milieu de range à ce niveau-là, la borne haute, la borne basse, et bon on latéralise jusqu'à temps, qu'on trouve une cassure de ce range-là. C'est un marché qui commence à rentrer dans une phase de maturité dans ce range-là, parce qu'on y est depuis à peu près décembre, et encore, si j'étends, et je me dis, allez, on a commencé un plus gros range avant, bon, voilà. Ça fait quand même depuis septembre 2025 que on est à peu près sur les mêmes niveaux de prix sur le SP500. On va pas se plaindre, c'est pas surprenant au vu de la grosse réaction acheteuse qu'on a eue ici. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que on est dans une phase de latéralisation pour faire un nouvel ATH et un autre mouvement haussier? Si c'est le cas, on pourra s'attendre à avoir des cryptos qui rebondissent, des cryptos qui regagnent un peu des couleurs et peut-être un Bitcoin qui revient chercher ses 80 000 $. Si par contre ici c'est top de marché sur le SP500, grande chance d'aller chercher des niveaux bien plus bas, comme cette zone-là, des 6100 points là, et on aura de grandes chances bien sûr de Bitcoin retrace et va chercher ses 50 000 $, parce que là on serait sur une baisse d'à peu près 10% sur le SP500. Il y en a beaucoup qui parlent d'une crise, il y en a beaucoup qui parlent que le SP500 va connaître son plus gros dump qu'il n'a pas connu depuis un moment.
Je n'anticipe pas ça pour le moment, ça m'étonnerait pas au vu du contexte de marché, la situation économique qui n'est pas non plus exceptionnelle. On tarde à baisser les taux, c'est délicat, on n'arrive pas à relancer vraiment l'économie à 100%. On va voir avec le nouveau président de la Fed si ça va changer quelque chose, je ne pense pas. Mais bon, on verra tout ça dans les prochains mois. Maintenant, est-ce qu'on va connaître un range comme on a connu 2007 jusqu'aux cassures, la cassure 2013? Je ne ferme pas la porte. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des niveaux très hauts et on a un marché qui est haussier depuis 2009. On est ici sur une très forte tendance haussière. On peut voir ici une impulsion, une correction, une deuxième impulsion, une correction, une troisième impulsion, une correction, une quatrième. Rappelez-vous, à partir de 3 mouvements haussiers, on rentre dans un range dans une tendance qui commence à devenir mature. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la tendance, mais attention, on est plus proche de la fin que du début. On voit bien que les impulsions haussières sont beaucoup plus faibles sur les dernières. Donc on a une charte qui est bien verticale et c'est délicat de se positionner ici sur du long terme. Donc moi ce que j'attends vraiment pour me faire un avis, c'est la sortie de ce range par le haut ou par le bas. Alors au niveau des altcoins qui m'a été demandé d'analyser, j'en ai plus beaucoup en stock, donc si vous voulez me les mettre en commentaire, n'hésitez surtout pas. Aero, hop, je pense que je vais prendre KuCoin, ça m'étonnerait que j'ai une meilleure charte que KuCoin en général, j'ai tout ici. Je peux tester peut-être avec Mexe. Non, ouais, bon, on va regarder KuCoin. En général, c'est un exchange qui liste pas mal d'altcoins, même quand ils sont au tout début avec pas trop de market cap, donc il y a de grandes chances que j'ai tout ça. Je peux vérifier hein, si je veux. Si vous avez du mal, alors prenez toujours toute la charte d'une altcoin, c'est vraiment important. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir toute la charte, vous allez ici sur CoinMarketCap, vous mettez en haul et vous voyez que moi il manque une partie. Hop, ici. Si je la trouve, je sais que si je passe 5 minutes, ici je vais sûrement trouver une charte qui me propose, data provider ici, qui me propose l'entièreté de la charte. Je pense que je vais le trouver au bout d'un moment. Maintenant, si vous voulez, voilà, pareil, je l'ai trouvé. Petit tips, si vous ne l'avez pas, vous allez sur ChartCoinTrader Pro, vous mettez ici Aero, très bien. Vous prenez CoinMarketCap USD, et s'il marche, des fois il faisait des petites crises sur les derniers temps, il avait du mal à fonctionner. Bah j'ai l'impression qu'il me refait une crise là. Hop. Alors, est-ce que je peux prendre autre chose? Ah, il me le trouve pas, c'est quoi? C'est Aero. Ouais, il me le trouve pas. Ouais, c'est normal, j'ai pas le bon ticker. C'est quoi le nom? C'est Aerodrome Finance. On va mettre Aerodrome Finance. Petit tip, ça, si vous trouvez pas ce que vous voulez, et il me le trouve pas. Ouais, c'est bon, c'est bizarre. Je l'ai bien écrit pourtant. Aerodrome. Ouais, bon, en tout cas, si vous voulez toute la charte, je prends, je sais pas moi, un actif au hasard, que j'ai en tête. Bon, on va prendre BTC. Prenez CoinMarketCap. Voilà, vous avez toute la charte ici, depuis la création. Voilà. Alors, il manque une partie. Bon, parce que c'est selon les datas de CoinMarketCap, et CoinMarketCap prend en général l'entièreté des charts. Mais, en tout cas, conseil que je vous donne, vous pouvez regarder ChartCoinTrader Pro. En plus, ce qui est pas mal, c'est que vous avez énormément d'informations. Vous pouvez avoir la supply, le market cap, vous pouvez voir l'augmentation de la supply au fur et à mesure du temps. Voilà, ici le nombre de BTC qui est en circulation. Sur certaines altcoins, des fois c'est intéressant. Bon, je reviens ici à Aerodrome. Et ben c'est pas incroyable. On est quand même sur un niveau de support. On peut voir ici un gros range, mais on est sorti de ce range là par le bas quand même. Notre extrémité basse elle est à peu près dans cette zone là. Pour moi ici on a cassé ce range par le bas. Donc l'idéal là ça serait d'avoir une réintégration ici. Si on a ça serait un signal bullish et on aurait de grandes chances ici de revenir chercher l'extrémité haute. Sinon, on est plutôt ici sur un niveau critique quand même, où j'attendrai clairement une réaction acheteuse. On est sur un niveau de support, ça s'achète, on est sur des niveaux très bas, mais pour le moment, ça manque de réaction acheteuse. On n'a pas de structure en W, on n'a pas de... je voulais pas ouvrir ça. On n'a pas ici de bonnes réactions. Alors on a une petite structure en W ici sur du daily, mais c'est pas ça qui nous inverse l'entièreté de cette dynamique baissière. Là on est dans le 4 heures, on est toujours sous le daily, faut attendre d'avoir un break du 4 heures et attendre d'avoir un break du daily. On voit bien, regardez, on est exactement dans à peu près la même configuration qu'on a ici. Là on a un 4 heures qui fait résistance, résistance, résistance. Dès qu'on casse le 4 heures, là on a un signal plutôt pas mal, et en général quand on casse le 4 heures, c'est pour aller chercher le tunnel daily. On rejette le tunnel daily, qu'on repasse au-dessus, là on a un bon bottom qui est posé et on performe bien. Soit vous attendez la cassure du 4 heures pour jouer un pullback dans le tunnel daily, soit vous attendez la cassure du tunnel daily pour marquer ici un plus gros bottom sur du long terme. Moi en tout cas c'est comme ça je procéderai. Au vu des altcoins, comment ils prennent tarif en ce moment, il n'y a pas de grosse réaction acheteuse et on est dans une zone d'incertitude sur les marchés.
pas se positionner trop agressivement parce que là, si on commence à perdre des gros niveaux, on peut faire un plus bas et c'est pas parce qu'on a fait un moins 90% sûrement depuis le plus haut. Ici, voilà, moins 81, moins 87, qu'on ne peut pas à nouveau faire un moins 80%. Donc votre entrée elle est importante, mais votre gestion de risque également, et surtout faut patienter à avoir des meilleurs signaux. Donc moi sur Aérodrome là, il y a pas grand chose à faire selon moi. Taillebir qui m'a été demandé également d'analyser. Hop là. Alors sur Taillebir, je l'en avais parlé sur le Discord, comme quoi c'était pas mal ce qu'on faisait, surtout suite à cette déviation réintégration. Je me mets ici en weekly. Qu'est-ce qu'on a? On a ici une tendance haussière. Je vais vérifier pareil si j'ai pas plus d'historique. Hop là. C'est ça, ouais. Hall. Non, c'est à peu près ça, février 2025. Ouais, à peu près. Ouais, c'est à peu près ça. 2-3 bougies de plus. Ok. On a eu cette forte tendance haussière. On a quand même plutôt bien performé. Hein. On va pas se mentir. On a bien retracé également. Moins 80%. On est revenu chercher ici notre zone de rechargement 0,118-0,786. Ok. C'est déjà un premier niveau intéressant pour se positionner. Bon, moi, sur les altcoins, j'aime bien pousser plus bas. Maintenant, des fois, on a des réactions acheteuses, comme on est en train de faire ici sur Taillebir, qui sont assez fortes, hein, en décorrélation avec le marché. On a ici une sorte d'épaule tête-épaule, comme certains pourraient l'appeler, l'épaule, la tête, l'épaule, le break. Et là, c'est là où on voit qu'on réintègre directement. On réintègre et on a la confirmation. C'est-à-dire que le niveau de résistance est très simple à tracer. On break ici, on pull back, on repart. Là, on a la confirmation. Quand on voit les mèches basses ici, plus ce ravalement aussi, on peut zoomer en 4 heures, mais on voit qu'on a une structure en W. Structure en W sur une réintégration comme ça peut être un signal. Un signal où on peut chercher à se positionner dans cette zone-là. Plusieurs façons d'invalider. Les invalidations, c'est important. Je sais que certains peuvent me dire, oui Nico, parle-nous surtout des targets que Taillebir va aller chercher. Moi, je me concentre sur où est-ce que j'invalide, où est-ce que j'accepte m'être trompé et où est-ce que je prends ma perte, tout simplement. Ça, c'est concentrez-vous là-dessus, vous aurez de meilleurs résultats que si vous vous concentrez sur où est-ce que Taillebir va aller. Parce que moi, je sais où j'invalide, par contre, je ne sais pas où Taillebir va s'arrêter. Je peux mettre des hypothèses, mais ça sera jamais plus sûr que moi, là où j'invalide tout simplement mon scénario. Quand j'ai une réintégration comme ça, il y a deux manières de mettre un stop loss. Soit vous avez un stop loss plutôt agressif, qui va être en dessous de la réaction acheteuse, au cas où on réintègre vraiment ce niveau à la baisse, et au final que ce niveau ne fasse plus office de support, que ça soit une fausse réintégration. Ça, c'est la version assez agressive, qui peut fonctionner, bien sûr, que j'utilise de temps en temps, et là, on peut targeter du 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1, c'est à vous de voir. Soit vous dites, ok, je suis vraiment là sur du long terme, tac, je mets mon invalidation sous le plus bas, ici, et je target des niveaux plus hauts. C'est propre à chacun, ça dépend du contexte, ça dépend de votre temporalité, de votre position, ça dépend également de votre analyse, il y a plein de points à prendre en compte. Maintenant, là, on est bien parti, on est dans une bonne tendance haussière. Si je mets des moyennes mobiles, hop, on voit qu'on repasse au-dessus du 4 heures, au-dessus du daily. Non, c'est plutôt correct ce que nous fait Taillebir. Faut pas oublier le contexte de marché, hein. Si Bitcoin demain prend moins de 10%, il y a de grandes chances que sur Taillebir on retrace. Maintenant, on peut s'attendre ici à un retour 0,382 et 0,118. C'est les deux prochaines targets qu'il faudra surveiller. Si je dézoome un peu, j'essaye de chercher des niveaux d'un point de vue price action qui peuvent être intéressantes. Là, on a quand même un bon point d'intérêt dans cette zone-là. Quand même, on voit bien résistance, support ici qu'on a break. On a eu pas mal de mèches ici. Donc, ouais, on arrive en tout cas sur des niveaux où ça devient délicat. Hein. Au-dessus des 0,382 de se positionner, on est clairement sur des niveaux de résistance. Vaut mieux être prudent pour la suite. Et Sei, je l'ai analysé il y a pas longtemps, donc je vais refaire vite fait. Sei, c'est moche, ok. J'en parlais depuis un moment. De toute façon, Sei, quand il a perdu ce niveau-là, on le voit bien au niveau de la charte. Je me mets en logarithmique. C'est clairement une dynamique baissière. Hein. Ici, des creux et des sommets de plus en plus bas. Là-dessus, il n'y a rien à faire. Ne commencez pas à faire un décès à long terme là-dessus. Non. Ça, c'est une charte qui, on a pris un moins 80%, on a repris un moins 80%, et on reprend ici un moins 80%. Alors, c'est pas parce que on a pris 3 moins 80% que cette fois-ci c'est sûr c'est le bottom. Non, on peut reprendre un moins 80%. C'est sûr, à un moment on va avoir un rebond. On va peut-être avoir quelque chose comme ça. C'est possible, comme on a eu ici, on l'aura. Est-ce que c'est là? Est-ce que ça va être un peu plus bas? Bon, ça se trouve on va poser un bottom ici et revenir chercher par exemple les 10 centimes, 15 centimes. C'est tout à fait possible. Maintenant, quelqu'un qui se positionne sur du long terme et qui se dit oui, ça retourne à la TH. Non, je pense que ce genre d'alcool ne retournera pas à la TH. Si vous voulez vous positionner, pareil, vous pouvez attendre une structure en W, comme on a eu ici. Vous voyez la structure en W, ici, break, pullback, là ça a engendré peut-être un x2 là-dessus, ouais, à peu près un x2. Là il y a une structure en W, mais ça a été plus timide, on n'est pas reparti direct, puis ensuite on a enfoncé, là pareil, faut patienter. Si je mets des moyennes mobiles, on voit bien, hop, sous le 1 heure, sous le 4 heures,
c'est plutôt baissier. Donc faut patienter. Pareil sur ce type d'altcoin, c'est pas les altcoins les plus intéressants. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.